Bonjour à tous, enchanté d'être parmi vous. Alors on va discuter entre nous pendant quelques minutes d'une thématique qui est absolument fondamentale pour le continent africain, qui est l'organisation du développement des structures urbaines. Et d'ailleurs je vais donc laisser se présenter les acteurs de cette conversation, si Laurine veut bien se présenter. Merci Hugues. Tout d'abord, merci infiniment pour cette invitation et puis pour permettre au groupe Duval, à travers ma voix, de s'exprimer sur un sujet qui est fondamental pour la croissance. Je suis Laurine Kwasi-Olson, je suis entrepreneuse et secrétaire générale du groupe Duval pour l'Afrique. Le groupe Duval étant un groupe français résolument engagé pour le développement des territoires et des économies africaines à travers plusieurs secteurs d'activité qui sont la promotion et la construction immobilière, les services financiers, la distribution spécialisée et l'agribusiness. Mais nous aurons le temps de parler de la promotion immobilière. Donc, bonjour, merci pour l'invitation. Je suis Aurélie Mildrog, je suis directrice générale d'IGNFI. Donc, c'est une société spécialisée dans la donnée géolocalisée, c'est-à-dire tout ce qui concerne le foncier, le positionnement, la cartographie et l'aménagement du territoire. Bonjour, merci de l'invitation. Je m'appelle Cheikh Yad Diouf. Je suis directeur général de Dakar Mobilité, qui est opérateur du réseau de BRT de Dakar, donc un réseau de 121 bus 100% électriques qui circulent sur un couloir dédié et qui opère en fait commercialement depuis une année. Bonjour, merci également pour l'invitation. C'est Amadou Lamine Fall, directeur d'investissement sectoriel ESG au Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique, qui porte et structure les grands projets d'infrastructure pour le compte du Sénégal. Merci. Merci tous les quatre. Alors, peut-être en propos introductif, très rapidement brosser les enjeux de ce développement urbain. Vous savez que 80% de la croissance démographique en Afrique d'ici 2050 sera une croissance urbaine et que 65% des Africains vivront dans les villes en 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passera de 700 millions d'habitants à 1,4 milliard dans les mégalopoles qui, elles, passeront de 3 à 17. Une mégalopole, c'est plus de 10 millions d'habitants. L'Afrique aura ces mégalopoles également répartis, puisqu'on a le corridor Abidjan-Lagos, plus de 50 millions d'habitants. On a en Afrique de l'Est Nairobi, Dar es Salaam. On a en Afrique centrale Kinshasa. On annonce plus de 35 millions d'habitants en 2050. Je n'oublie pas le Caire, plus de 39 millions d'habitants. Donc ces perspectives, elles nécessitent d'organiser cette croissance urbaine parce que, vous l'imaginez, c'est potentiellement une saturation des infrastructures à brève échéance. Ce sont des enjeux potentiels de salubrité. Et puis, ce sont des pressions sur 4 verticales qui sont déterminantes pour le développement urbain. C'est l'eau, la mobilité, les transports, l'accès à l'énergie et évidemment la collecte des déchets. Donc, pour cette transformation absolument importante des villes, des grandes villes, des mégalopoles, il est nécessaire de planifier cette gestion urbaine, d'en gouverner le développement et puis évidemment d'aller mobiliser les financements pertinents pour permettre de réaliser les infrastructures. Alors ma première question, c'est vers Aurélie que je me tourne. Pour organiser ce modèle de croissance urbain, il faut être en mesure d'identifier les zones qu'il est nécessaire de désenclaver. Et donc, que peut apporter une entreprise comme IGNFI sur ce sujet du désenclavement? Donc en fait, la problématique que vous soulevez là, c'est la problématique de connaissance du territoire et de compréhension du territoire. Donc nous, IGNFI, on intervient sur des problématiques de cartographie et de gestion foncière. Parce que pour, en fait, ne pas subir un territoire, il faut le comprendre et savoir le décrire. Donc pour ça, en fait, pour planifier, on va donc protéger. Il faut d'abord savoir ce qui existe et en fait, et aussi à qui cela appartient. Donc il faut avoir une cartographie précise et une maîtrise du foncier. Donc nous, on intervient sur ces 2 domaines-là, c'est-à-dire à la fois de cartographier le territoire et cartographier aussi ses changements.
On fait dans un monde qui bouge, vous l'avez dit, et donc par exemple d'utiliser des images satellites, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir voir comment la ville progresse est essentiel. Mais ces données cartographiques, il faut qu'ils soient partagées, fiables et connues de tous, et aussi qu'elles soient la même donnée qui soit utilisée par les institutions. C'est ça qu'on essaye de mettre en place avec les politiques publiques. Le deuxième axe, c'est effectivement la maîtrise foncière. On sait qu'aujourd'hui, simplement 30% du territoire, des personnes possèdent un titre foncier. Et nous, on accompagne donc les États à améliorer leur chaîne foncière. On est sur un projet, on accompagne le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de la Côte d'Ivoire, pour ça depuis plusieurs années, sur un projet financé par BPI, justement, sur la constitution de ce socle. Le socle à la fois de bonnes données géographiques qui décrivent le territoire, mais aussi le socle des données foncières qui sont toutes numérisées, et aussi la numérisation de l'ensemble des process digitaux. Donc maintenant, avec ce socle, on va pouvoir améliorer la maîtrise du foncier et pouvoir agir sur le développement urbain. Merci beaucoup Aurélie. Je vais me tourner vers le FONSIS. Cette urbanisation rapide fait émerger, comme on l'a vu, des besoins massifs en termes de mobilité, en termes de logement, en termes d'accès à l'énergie. Et donc on imagine qu'il y a la nécessité de se coordonner pour assurer un développement inclusif sur l'ensemble de ces verticales. Donc la question que j'ai envie de poser au FONSIS, c'est quel est le modèle, ou quels sont les modèles qui répondent à ce développement coordonné de toutes ces verticales? En fait, il y a plusieurs modèles, j'ai envie de dire, pour adresser ces problématiques-là. Je ne vais pas trop m'avancer pour la mobilité, comme on a notre ami de Dakar Mobilité. Oui. Mais par exemple, c'est un projet qui a été co-structuré avec le FONSIS. Mais au-delà de ces problématiques, de façon classique, le FONSIS est dans un processus de se faire accréditer au niveau du Fonds vert climat et anticipe sur non seulement ces cartographies-là, mais prendre en compte les vulnérabilités. On est dans un contexte de changement climatique. Quelles sont les vulnérabilités? Est-ce que ces infrastructures vont être résilientes face aux effets néfastes du changement climatique? Sur les problématiques d'accès à l'énergie, FONSIS est déjà pionnier avec les centrales. Il y a un projet aussi de faire des énergies renouvelables dans le cadre de BRT. Pour les questions d'accès à l'eau, avec un modèle cofinancement, financement climatique avec financement traditionnel pour pouvoir amener les coûts à la baisse. Exemple, un projet que nous pilotons dans le nord du Sénégal pour solariser des pompes traditionnellement connectées au réseau ou qui fonctionnent avec des pompes diesel. C'est vraiment plusieurs modèles selon que ce soit une porte d'entrée adaptation au changement climatique, donc résilience, ou réduction des effets des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être aussi sous format de partenariat public-privé. Mais donc, au-delà de son mandat traditionnel de structurer en tant que privé pour mobiliser du cofinancement au niveau des DFI, du privé national ou international, le FONSIS a commencé à s'intéresser à ces financements climatiques qui sont à beaucoup plus long terme et à des taux beaucoup plus concessionnels pour aller vers du blended finance. Donc, assurer cette viabilité financière à long terme en prenant en compte ces aspects, comme j'ai dit tantôt, changement climatique. Donc, merci. Dans les secteurs du transport, le logement aussi, l'accès à l'eau, comme j'ai dit tantôt, mais on pourra élaborer plus en détail. Peut-être que, cher Diouf, peut nous dire un mot sur justement le modèle du BRT et la manière dont il est organisé? Très bien. Peut-être en introduction, je partagerai le constat que tu as fait tout à l'heure, Hugues, sur le fait que Dakar répond aux problématiques en fait, qui ont été soulevées tout à l'heure, à savoir une croissance démographique extrêmement élevée, un taux d'évolution du parc motorisé qui est également très élevé. En 10 ans, le parc motorisé risque de doubler. Dakar, c'est 4 millions d'habitants sur 550 km², donc sur moins de 1% du territoire, on concentre 25% de la population du Sénégal. Si à cela vous ajoutez en fait le déficit d'infrastructures de transport, on va aboutir à une situation extrêmement insoutenable si rien n'est fait dans les 10 ou 15 ans à venir. Comme je suis opérateur de transport public,
investir sur la mobilité fait partie, je pense, des éléments qui permettront en fait de pouvoir absorber en fait ces problématiques. Et je pense que les autorités publiques sénégalaises en sont suffisamment conscientes en ce sens. Aujourd'hui, elles prévoient un ambitieux programme de promotion de la mobilité durable. Et il est prévu pour ce programme de structurer en fait les réseaux de transport. Donc, il faut les hiérarchiser et les prioriser. Aujourd'hui, le transport individuel motorisé est très utilisé. Il faudrait changer de paradigme et migrer vers le mass transit. Donc, il y a déjà le TR qui a été mis en service depuis 2021, le BRT depuis l'année dernière. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une structure avec les mass transit comme réseau prioritaire et les opérateurs historiques tels que AFTU, Dakar Remdik, comme réseau secondaire qui sont censés se rabattre en fait sur les lignes de mass transit telles que le BRT. Donc je pense que pour répondre en fait à la problématique de structuration en fait de cette problématique de croissance urbaine, il est important que ces projets de développement de mass transit, voilà, d'hiérarchisation, de priorisation des réseaux puissent être menés à terme et dans un horizon très court. Pour ce qui nous concerne, en fait, Dakar Mobilité apporte une réponse à cela. Nous exploitons un réseau de 18 km sur un couloir dédié. Donc, on est sur ce qu'on appelle les transports collectifs en site propre. Donc, c'est un mode de transport qui est capacitaire, donc qui peut déplacer autour de 15 000 voyageurs par heure en heure de pointe. Donc, ça permet en fait d'apporter une réponse aux problématiques de déplacement. Aujourd'hui, nous avons transporté en une année 19 millions de voyageurs. Donc le projet, il est dimensionné pour pouvoir transporter 300 000 voyageurs par jour. Donc c'est vraiment un mode de transport lourd. Et c'est une des réponses, je pense, qui peut être apportée en fait aux problématiques de croissance rapide dans nos villes. Merci, cher. Je me tourne maintenant vers Laurine pour aborder un sujet qui est extrêmement important, qui est le logement dans ce développement urbain. Et plus particulièrement une question sur la manière de concilier pour le groupe Duval, que l'on ne présente plus, la performance économique avec l'utilité sociale de ces investissements. Cette question est vraiment au cœur de notre stratégie et je vous remercie de la poser. Si je prends l'exemple du Sénégal, aujourd'hui, le groupe Duval est le premier promoteur de logements abordables du pays dans le cadre du projet 100 000 logements pour le Sénégal que nous avons construit donc en partenariat avec l'État du Sénégal et pour lequel nous sommes engagés à construire 1000 maisons par an et dans la zone de Diobas à Thiès et pour lesquelles nous avons construit donc 1000 maisons à ce jour et nous allons accompagner le gouvernement du Sénégal. Ce qui est très important, c'est que justement pour optimiser la performance sociale, nous avons créé des usines de préfabrication à côté des sites de construction pour éviter d'importer du matériel qui entraînerait des coûts de sortie, donc des prix d'acquisition pour les populations trop élevés. Donc aujourd'hui, nous avons réussi à structurer un programme de logement abordable avec un prix d'entrée qui commence à 14 millions de francs CFA et qui est évolutif et qui en plus est sur un schéma de modulaire, donc ce qui permet aux propriétaires de pouvoir moduler, donc changer la structuration de leur maison au fur et à mesure. Ce qui est central dans ce dispositif, c'est que finalement, nous trouvons des solutions de construction abordables pour permettre l'accès au logement à des populations défavorisées, tout en garantissant des retours qui sont honorables à la fois pour nous, mais aussi pour les partenaires qui sont impliqués. La deuxième chose, c'est que nous intervenons aussi sur des contrats de promotion immobilière, donc pour lesquels nous sommes promoteurs-constructeurs pour des propriétaires terriens. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui est un pays aussi où il y a une forte demande de logements sociaux et économiques, nous faisons des partenariats avec des caisses nationales de prévoyance sociale pour pouvoir valoriser leurs actifs. Parce qu'à la fin de la journée, lorsqu'on parle de promotion immobilière, ce qui est très important, c'est de pouvoir valoriser un actif. La question du foncier, tel que vous la présentiez, non seulement il faut l'identifier, mais dans nos pays africains, ce sont des valeurs patrimoniales très importantes pour des individus, mais aussi pour des institutions de caisse nationale et des institutions financières. Donc tout l'enjeu, et je pense que nous allons y arriver, c'est de pouvoir développer des programmes de financement
des solutions de financement qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans cette optimisation de la performance. Et pour terminer la réponse à votre question, la performance, elle est sociale, elle est aussi environnementale. Donc, nous travaillons sur des solutions de transition énergétique qui permettent d'optimiser à travers le solaire, par exemple, les adductions d'électricité pour garantir que nos constructions sont aussi vertes. Merci Laurine pour cette réponse très, très, très éclairante. Alors, on a évoqué les secteurs, les verticales de développement dans les infrastructures urbaines et se pose la question, et notre ami Amadou Sall a commencé à y répondre, de la mobilisation des financements. On sait que les poches de financement sont assez variées, en passant par les partenariats publics-privés, les émissions obligataires, les DFI, les bailleurs multilatéraux, les banques commerciales, peut-être même demain des municipality bonds. On a vu quelques villes, notamment en Afrique du Sud et au Maroc, émettre des bonds, des green bonds, plus spécifiquement, pour attirer effectivement les investisseurs qui ont des intérêts sur l'ESG. Mais la question, c'est effectivement comment peut-on mobiliser l'ensemble de ces ressources de la manière la plus cohérente possible pour mettre en tension l'ensemble en fait des prêteurs sur les sujets dimensionnants qu'on évoque. Ça va vraiment dépendre de la problématique qu'on essaie d'adresser. Comme vous avez dit, vous avez les obligations vertes. Il faut avoir la possibilité d'absorber et les use of proceeds, de s'assurer qu'on utilise, qu'on oriente vraiment les ressources qui ont été levées comme étant vertes dans des projets qui sont verts. Parce que comme on a l'habitude de dire chez nous, c'est que au-delà de la finance classique, on ne fait pas seulement des promesses de rentabilité ou de viabilité financière, mais des aspects environnementaux, voire climatiques. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, accroître la résilience des populations. Donc, il faut vraiment que ce soit utilisé là où c'est vraiment destiné. Pour les problématiques de logement, ça pourrait être le social bonds, mais pour s'assurer que c'est vraiment du logement abordable qui est financé avec les ressources qui ont été mobilisées. Maintenant, ce qui est particulier, c'est que selon le modèle économique en question, il faut pouvoir aller chercher les ressources qui ont la maturité qui va avec. Ces financements climatiques, par exemple, pour des projets verts, peuvent varier sur des maturités de 20 à 40 ans. C'est la problématique du financement classique. On va avoir des projets très court terme qui vont se financer parce que sur le marché, comme vous le savez, les banques ont des ressources très chères, mais à très court terme, et qui ne matchent pas avec les besoins en financement. On prend du financement très court terme pour de l'investissement en CAPEX. Il n'y a aucun moyen que ça marche. Mais dès lors qu'on va chercher un financement particulier, il faut pouvoir le matcher à des projets qui répondent, parce que derrière, il y a cette notion de plus en plus, on va dire, qu'on croise de plus en plus, qui est le MRV, le monitoring, le reporting et la vérification. Parce qu'on fait des promesses environnementales derrière, des promesses sociales. Donc, c'est selon le projet, sa catégorie, social, green ou autre, municipality, mais c'est les maturités qu'il faut matcher avec les projets. C'est la thématique qui doit correspondre pour un bon use of proceeds. Et puis, bon, pouvoir faire du use of... il y a beaucoup de ressources philanthropiques qui permettent déjà de rendre des projets bancables, parce que beaucoup de projets n'ont pas toutes les données déjà, les cartographies, la faisabilité, le modèle économique, pouvoir avoir accès à des grants, des subventions, pour rendre ces projets beaucoup plus bancables et ensuite matcher la maturité du financement avec les problématiques qu'on essaie d'adresser. Je vais me permettre, si vous permettez, Bien de sûr, rebondir, Laurine, au contraire, parce que c'est interactif. Moi, je serais très heureux que vous échangiez. c'est une question, en fait, que nous avons bien évidemment creusée de fond en comble au niveau du groupe Duval. La question que vous posez, elle est centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques ne sont pas toutes outillées pour mettre en place des financements long terme
donc avec des ressources à court terme. Donc il est nécessaire aujourd'hui, on le voit de plus en plus, de structurer en fait des modes de financement avec des caisses de refinancement hypothécaire qui permettent de déleverager les bilans des banques et des sociétés de microfinance. En gros, il faut pouvoir non seulement subventionner les projets, donc lorsqu'on parle de logement abordable, il faut que l'État mette en place soit le terrain, soit les VRD, donc les voiries, l'adduction d'eau, l'électricité et ainsi de suite, une partie qui ne soit pas à la charge du promoteur et du propriétaire, et qu'ensuite derrière, les institutions financières, DFI, donnent de la liquidité aux banques en monnaie locale, parce que ça ne sert à rien de lever de l'euro pour financer des projets en francs CFA si on parle de la zone. Donc DFI qui finance les institutions financières, et ensuite que ces institutions financières puissent prêter aux potentiels acquéreurs, et que eux ensuite achètent bien sûr les biens, et que ces institutions financières qui sont le maillon central, donc banques et institutions microfinance, puissent accéder à de la liquidité pour déleverager, donc céder en fait leurs prêts et se refinancer. Tant qu'on n'aura pas cette chaîne vertueuse, on ne pourra pas accélérer l'accès à la propriété pour des individus et donc le développement des logements sociaux et abordables. Merci Laurine. Et j'y vois d'ailleurs une allusion à la capacité des institutions financières. Alors je ne sais pas si vous rangez BPI-France dans la catégorie des institutions financières, mais être en capacité de proposer des solutions de financement en devise locale, ce qui aujourd'hui est un enjeu pour nous. Absolument. De réflexion. Nous sommes très volontaristes sur ce sujet-là, mais aujourd'hui c'est vrai que nous nous sommes limités à l'euro et qu'on a probablement encore une amélioration, enfin des pistes à ouvrir sur le financement en devise locale. Peut-être une avant-dernière question sur la typologie des partenariats publics-privés pour notre ami cher Diouf, s'il pouvait nous brosser un panorama de la typicité des PPP. Je pense que ça éclairerait aussi le débat. Bon, déjà, je pense de façon concrète, en fait, Dakar Mobilité est un exemple réussi de partenariat public-privé. C'est une société de projet qui est détenue à 30% par le Fonds 6, oui. Donc c'est la dimension contenu locale, et à 70% par Meridiam, qui est un fonds d'investissement dont l'ADN est vraiment l'investissement sur des projets durables. Et ce projet-là est une parfaite illustration de la possibilité de partenariat entre le public et le privé, entre un État qui a une volonté forte d'investir sur de la mobilité durable, donc qui a investi sur les infrastructures de base, par exemple les chaussées, les stations et le dépôt ont été à la base financés et exécutés par l'État du Sénégal. Dakar Mobilité a levé 135 millions d'euros à travers de la dette privée auprès de bailleurs multilatéraux, à travers une subvention parce que le projet présentait ce caractère durable et le reste en fonds propres et en prêts d'actionnaires. Ça a permis d'acquérir le matériel roulant et d'investir sur les systèmes qui permettent d'opérer aujourd'hui le BRT. Donc c'est la parfaite illustration que il y a un parfait alignement entre la volonté publique de promouvoir la mobilité durable, des investisseurs qui ont dans leur ADN une ferme volonté de promouvoir les projets durables, des bailleurs multilatéraux qui sont également intéressés par ces problématiques, c'est qu'on arrive à réussir un projet. Aujourd'hui, nous sommes 780 salariés, nous sommes appelés à être 1000 personnes. Et sur les questions ESG, le BRT est avec des bus 100% électriques, toute la flotte est 100% électrique. Et nous ambitionnons, comme le rappelait tout à l'heure Amadou Lamine, également d'alimenter les sites, le dépôt avec une énergie 100% verte pour renforcer le caractère vert du projet. On arrive à économiser 59 000 tonnes de CO2 par an avec ce projet. Sur les questions de promotion du genre, on est arrivé à avoir 40% de notre personnel qui est féminin. Les métiers du transport à la base sont des métiers qui sont très fermés aux femmes, mais nous sommes arrivés à travers un peu d'ingénierie sur la formation à former 40 conductrices. Donc ça permet de renforcer cette dimension développement durable, ESG du projet, et de rassurer justement les partenaires financiers sur la possibilité de développer ce type de projet et de pouvoir en promouvoir d'autres. Merci Cheikh. Et je boucle la boucle avec Aurélie en lui demandant dans quelle mesure la gestion de la data et notamment de la cartographie peut inciter ou orienter les investissements, les investisseurs et les bailleurs
à sélectionner ou identifier les projets sur lesquels ils doivent se mobiliser? Oui, en fait, comme je le disais, il y a ces deux axes. Il y a à la fois la partie cartographie, donc connaissance du territoire, et maîtrise foncière. Si on investit au départ, parce qu'il faut investir dans une cartographie qui va être à jour, précise et partagée avec les politiques publiques, ça va te permettre d'être un vrai outil pour cibler les investissements et voir ses effets. Si on modélise le changement, on va aussi agir sur ce changement. C'est ça qu'il faut voir, l'importance de la cartographie pour ça. Par exemple, actuellement, on fait beaucoup en France un jumeau numérique national sur l'ensemble du pays pour pouvoir simuler les projets et voir leurs impacts aussi environnementaux, leur impact dans le cadre de changement climatique. Donc c'est tous ces axes-là où nous, on essaye de convaincre les États du besoin d'avoir une cartographie partagée et aussi, comme je le disais tout à l'heure, le besoin d'une maîtrise du foncier. Une maîtrise du foncier va pouvoir avoir aussi, ça va être une source forte de revenus pour l'État. Nous, on accompagne par exemple aussi l'État ougandais depuis une quinzaine d'années dans la modernisation globale de leur chaîne foncière. Ils ont un retour sur investissement très important qui leur permettent aussi maintenant de financer beaucoup de services liés à l'urbanisation. Donc voilà, donc, je pense que cartographie et maîtrise foncière sont les socles qui devraient être étudiés. Merci à vous quatre. Je crois qu'on a été d'assez bons élèves quand je regarde le timing. Je remercie Laurine, je remercie Aurélie, je remercie Cher, je remercie Lamine pour votre intervention. J'espère que ça a évoqué de l'intérêt de l'auditoire.